Bonjour madame, bonjour monsieur. Mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Nous allons maintenant passer à la partie 2 du chapitre 11, le grand bilan des parents. Donc la partie 2, la DPJ, l'administration publique et l'abus discrétionnaire. Notre mode de fonctionnement effréné est de plus en plus réglementé par l'administration et les politiques publiques, qui ne tombent pas du ciel. L'équation est très simple et le restera toujours, comme elle est depuis des siècles, bien régnée, c'est bien contrôlé. Que nous eussions eu une monarchie au pouvoir, ou que ce soit de nouveaux rois électifs couronnés par un vote populaire aux 4 ans, l'État exercera toujours invariablement son pouvoir législatif, exécutif et judiciaire avec tous les moyens de contrôle à sa disposition et ce, dans l'intérêt public. Si la chose est manifestement nécessaire pour la bonne marche de toute société, les administrations sont confrontées à des défis majeurs et depuis la nuit des temps, des administrateurs ont commis des erreurs inadmissibles et il y aura toujours des erreurs qui vont être commises. Après la Deuxième Grande Guerre, des milliers de lois ont été rédigées avec des clauses d'inattaquabilité. Les règlements ne sont pas débattus en commission parlementaire. Je parle des règlements contrairement aux lois qui sont débattues, mais décrétés par le Conseil des ministres qui en fait les passe au bon vouloir des membres de son parti politique qui a été élu sur quelques promesses. Le premier ministre, le ministre délégué et le Conseil des ministres sont investis d'un pouvoir ayant une portée générale et non individuelle, en parlant de l'intervention de la DPJ. Ils sont titulaires d'un pouvoir de créer et de choisir les normes de conduite qui seront inclus dans la réglementation. Le directeur de la protection de la jeunesse et les intervenantes ont pour leur part un pouvoir d'une portée individuelle qui se distingue de celui des ministres par la liberté d'appréciation, d'interprétation pour administrer la loi à leur discrétion. Ceci différencie le pouvoir ministériel du pouvoir discrétionnaire. Aujourd'hui, le premier ministre, le ministre délégué et le Conseil des ministres ne peuvent que spéculer, à savoir si les services de la DPJ donnent de bons ou de mauvais résultats. Pour sa part, la population n'a aucune assurance qu'on a pris, qu'on prend et qu'on prendra les bonnes ou les mauvaises décisions ministérielles. Quel est le visage de l'imputabilité au Québec? Lorsque les fautes graves surviennent, qui est responsable? Une seule chose est certaine, c'est lorsqu'il y a mort de personnes manifestement causées par des fautes de l'administration publique. L'Assemblée nationale le reconnaît et déplore les manquements. Mais qu'en est-il des abus discrétionnaires des intervenantes? Dans sa loi, la DPJ n'est pas imputable et les intervenantes ne peuvent pas être poursuivies et sanctionnées pour leurs fautes. En principe, les intervenantes n'ont que à prétendre qu'ils ont agi de bonne foi et dans l'intérêt de l'enfant. Alors, en vertu de l'article 35, elles ne peuvent pas être poursuivies. À titre d'imputabilité au Québec, on met en place des enquêtes administratives par-dessus des enquêtes institutionnelles et des enquêtes policières et un paquet d'enquêtes de toutes sortes. Rarement, personne n'est jamais condamné pour une sanction plus sévère qu'une invitation à la retraite. Au mieux, les enquêtes aboutissent sur un projet de modification de loi et ou enclenchent de nouvelles commissions. Bien des rapports finissent sur une tablette à la bibliothèque de l'Assemblée nationale où j'ai passé du temps à faire des recherches.
Après avoir constaté les souffrances d'un grand nombre d'enfants et de parents en raison de l'arrêté ministériel 2020-006 COVID-19, le 28 avril 2020, j'ai envoyé une mise en demeure au ministre délégué, M. Lionel Carman, pour lui demander d'agir dans les 48 heures. Je l'ai cordialement informé de mon intention de saisir la Cour supérieure par une demande d'injonction interlocutoire le 30 avril. Aucun parent ne savait pourquoi leurs accès étaient coupés. Donc, je demandais au ministre d'être transparent et de produire les algorithmes décisionnels qui en arrivent au fait que la DPJ coupe les accès des parents. Jeudi, le 30 avril, 2 jours plus tard, écoutons encore une fois le premier ministre du Québec. Une des façons de retrouver le même niveau de signalement qu'avant, c'est de retourner ces enfants-là. Le 5 mai, au début de la semaine suivante, j'ai écrit une correspondance aux 125 députés de l'Assemblée nationale pour leur demander d'intervenir auprès du jurisconsulte de l'Assemblée nationale, Maître Jean-Louis Beaudoin, qui, en passant, est le responsable du Code civil annoté du Québec. Le 6 mai, un changement s'est produit. L'arrêté 2020-032 a été rendu public par la ministre Mme Danielle McCann, ministre de la Santé, pour remplacer l'arrêté contesté. Malheureusement, si le nouvel arrêté qui venait d'être déposé par la ministre McCann ouvrait la porte aux accès parents-enfants, la DPJ a immédiatement commencé à faire signer des contrats de visite supervisée et comme la majorité des parents n'avaient pas vu leurs enfants depuis quelques mois, tout le monde a signé ça. Donc, la DPJ a tout simplement continué à abuser de son pouvoir discrétionnaire qu'elle lui avait confié la ministre en raison de la COVID-19. Écoutons maintenant le ministre responsable, M. Lionel Carman, dans une entrevue radiophonique. À ce moment-là, j'ai convoqué toutes les DPJ du Québec pour une rencontre. Ils m'ont dit que c'est la première fois qu'un ministre s'asseyait avec eux. Mais les gestionnaires, là, les bonzes, là, ceux qui sont assis sur leur cul dans des bureaux, qui interviennent pas et qui font pas leur job, M. Carman, eux autres, allez-vous les avoir à l'œil? Encore une fois, comme je vous dis, on attend le dépôt du rapport de la commission Laurent, mais c'est une des possibilités pour standardiser la qualité des services en protection de la jeunesse. Mais là, vous comprenez, ça fait 1 an et demi, là. 1 an et demi, là, où les enfants, on n'est pas sûr que les choses s'améliorent. Vous me dites que oui, vous me dites que vous mettez de l'argent, qu'il y a plus de ressources, qu'il y a plus de monde sur le terrain, mais le décisionnel, on ne voit pas les changements, là. Écoutez, moi, j'attends le rapport de la commission Laurent, mais je vais vous dire aussi d'autres choses qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, là, c'est que les familles les plus vulnérables soient prises en charge dès la grossesse et puissent être accompagnées. C'est comme ça qu'on va finir par diminuer le lot de la DPJ. Est-ce qu'on est débordé? Écoutez, 117 000 signalements cette année. Il y a 80 000 naissances au Québec, M. Dutrisac. Plusieurs juges ont été avocats à la DPJ et siègent dans les DPJ où ils ont travaillé. Est-ce qu'on ne devrait pas bouger ça? Est-ce qu'on ne devrait pas interdire les avocats qui deviennent juges dans la DPJ? Écoutez, je ne sais pas si c'est leur façon d'où ils proviennent, mais c'est vrai que le taux de gain de la DPJ devant la Cour est très, très élevé, puis ça, c'est peut-être un peu problématique. En somme, le premier ministre demande plus de signalements. Et 4 mois plus tard, le ministre responsable demande moins de signalements. Pardonnez-moi mon cynisme, mais quand la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche, il y a un problème dans l'organe qui contrôle la coordination des gestes. Et on ne sait plus trop où on s'en va. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cette entrevue? Fondamentalement, le gouvernement attend le rapport de la commission Laurent. Le ministre responsable ne semble pas se soucier du fait que les juges sont des ex-avocats de la DPJ.
Le ministre protège ses intervenantes parce que, selon lui, elles ne peuvent pas être imputables parce qu'il manquait d'intervenantes. Donc, ça fait 50 ans qu'il manque d'intervenantes qui n'ont jamais été imputables. Selon lui, il est le seul ministre à avoir pris le temps de s'asseoir avec les directrices de la protection de la jeunesse. Si les directeurs n'ont jamais demandé, si les DPJ n'ont jamais demandé à s'asseoir avec un ministre en 50 ans, c'est parce qu'ils sont très confortables avec leur position d'indépendance et d'autonomie. Comme nous l'avons vu, les ministres possèdent un pouvoir général et les intervenantes un pouvoir discrétionnaire. Donc, il n'y a jamais aucun ministre en 50 ans qui a rencontré ces gens-là. Comment pouvait-il exercer son pouvoir général de dicter la conduite des intervenantes? Pardonnez-moi mon cynisme, mais comment peut-on avoir une confiance aveugle dans cette gestion de ce système et dans sa haute direction? Comment peut-on avoir une confiance pleine et entière en ce qui se trame? Comment peut-on avoir confiance que les recommandations de la commission Laurent feront en sorte que le gouvernement Legault fera le miracle que tous les autres gouvernements n'ont pas réussi à faire en 50 ans? En 50 ans, rien n'a changé. C'est toujours le même problème. Il n'y a jamais eu une seule commission ni un gouvernement qui a donné la parole au premier responsable de l'enfant. C'est-à-dire que les parents biologiques n'ont jamais eu aucun droit de regard dans cette affaire de DPJ, et c'est encore exactement pareil avec la commission Laurent. Le ministre responsable aurait pris connaissance du dossier en 2018 et il injecte des millions et des millions, mais rien ne change. Il y a encore des cas. Voyez-vous, encore il y a quelques jours, 2 enfants tués et l'État avait été avisé du danger. Un autre a été découvert à l'âge de 17 ans et que sa mère battait à coups de barre de fer. Pourtant, le 90 millions a été destiné à embaucher 400 nouvelles intervenantes. Est-ce que ça a changé quelque chose? Malheureusement pas. De l'autre côté, à tous les jours, la DPJ cherche à prendre des parents en défaut. On joue à la police. On cherche les moindres petits manquements dans les comportements parentaux. Ça aussi, ça continue. On brise des liens pour des niaiseries et à partir d'accusations mensongères. Mais on ne donne toujours pas de bons services de première ligne à la famille. Souvent, ce qu'on remarque aussi, c'est que les intervenantes ne connaissent même pas les critères juridiques, les normes juridiques pour poser les gestes et demander ce qu'elles demandent. Bref, Québec a complètement perdu le nord avec son système de protection de la jeunesse. Tous les parents ont peur de la DPJ. Pour ouvrir un dossier de défense contre la DPJ, il y a certains avocats qui exigent des dépôts qui vont jusqu'à 20 000 $. Au tribunal, un témoignage du parent ne peut pas être opposé à celui d'un expert. Le non-sens, c'est que sur le terrain, c'est devenu un exercice impossible de trouver un psychologue ou un psychiatre qui va vouloir aller s'opposer à l'intervenante ou à un psychologue ou à un psychiatre engagé par la DPJ. Le juge n'est pas entièrement lié au rapport psychosocial de l'intervenante, mais doit malgré tout considérer l'intervenante comme l'experte au dossier. Aux yeux de la loi, c'est l'intervenante qui a le pouvoir discrétionnaire de mettre en application la loi sur la protection de la jeunesse, pas le juge. C'est comme ça, même si l'intervenante n'a que 20 ans, qu'elle sort du cégep et qu'on ne sait pas si elle est bienveillante ou pas. Les parents n'ont aucune protection. A contrario, si vous travaillez pour l'État, dans certains cas, vous êtes protégé d'une manière extrême et déraisonnable. Nous avons illustré le cas du juge Michel Giroir de l'Abitibi qui a été nommé en 2010 par Stephen Harper. Il n'a pas exercé sa profession depuis 2012, ça veut dire 8 ans qu'il fait rien. Mais pour assurer sa défense devant le Conseil de la magistrature,
Il a dépensé plus de 5 millions en frais extrajudiciaires d'avocats, le tout payé par vos taxes. Il a reçu pendant ce temps-là un salaire annuel de plus que 350 000 par année. En 2 mots, c'est à peu près 10 millions de dollars qu'on a jetés à la poubelle pour payer un homme à rien faire. Finalement, à partir d'octobre 2020, l'ex-juge Giroir peut retirer 150 000 $ par année. Parce qu'en fait, après 10 ans de service, les juges peuvent prendre leur retraite à vie avec une grasse pension qui est indexée à la hausse à chaque année, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Je m'excuse, mais c'est le juge mort de rire. Et l'expression mort de rire est parfaitement appropriée à cette situation grotesque qui découle du principe de l'indépendance judiciaire qui a été passé et que nous avons étudié et décrié dans le cadre de la mini-série. Que reste-t-il aux parents ordinaires qui ont perdu leur enfant devant une chambre de la jeunesse, c'est-à-dire devant un juge qui était un ex-avocat de la DPJ qui a rendu une décision en faveur de son ancien employeur, comme c'est le cas dans 98% des cas, 98,4% des cas au Québec? Même avec un super avocat, il ne reste même pas une chance et demie de réussir contre l'intervenante. Il faut être naïf pour se tourner vers le commissaire aux plaintes du CI3S de votre centre intégré ou faire appel au protecteur du citoyen, déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse ou au Conseil de discipline de l'ordre professionnel des intervenantes de la DPJ, et il faut sombrer dans le désespoir le plus profond pour croire que le Bureau des enquêtes des crimes majeurs obtiendra un mandat d'un juge pour enquêter sur les déboires d'une intervenante de la DPJ. Détrompez-vous, les fonctionnaires nommés dans ces instances n'ont pas reçu le pouvoir quasi-judiciaire pour défendre un parent bio dans la mire de la DPJ. Oui, bien entendu, il existe quelques exceptions, mais elles sont extrêmement rares. Dans ces institutions créées pour veiller sur l'intérêt du citoyen face à l'État, c'est le Conseil des ministres qui nomme les gens à ses plus hauts postes qui sont souvent d'ex-employés politiques, d'ex-avocats de l'État et des proches du parti au pouvoir. On a vu récemment la nomination à la Cour suprême par Donald Trump de Amy Coney Barrett. Écoutez, je veux dire, c'est évident que c'est une nomination strictement politique. La CAQ vient tout juste de nommer un nouveau sous-ministre à la Santé. L'opposition l'a décrié. Mais le lendemain, tout le monde a oublié et c'est terminé. Ça passe comme si de rien n'était. En vérité, on s'attend à ce que les employés nominés seront du bon côté. C'est-à-dire qu'ils sauront faire preuve d'une grande réserve face aux actes ultra-vires de l'État et éventuellement enterrer quelques plaintes qui pourraient entacher l'image du gouvernement dans l'opinion publique. Un nouveau sous-ministre, avec une fonction de directeur provincial de la DPJ, sera-t-il un processus plus impartial? Le doute est omniprésent. Qui nommera-t-on là? Est-ce que ça devrait être quelqu'un de la fonction publique, quelqu'un qui est issu du milieu? Ça, on laisse les prérogatives au gouvernement, nous. Après ça, quoi? Les dizaines de milliers de parents pris dans l'engrenage de ce système peuvent-ils compter sur la presse? C'est-à-dire les grands médias qu'on appelle le quatrième pouvoir après le législatif, le judiciaire et l'exécutif. La réponse est un non catégorique. Il y a plein de parents qui m'appellent et qui me disent « Monsieur Rioux, on veut que notre histoire soit connue, on va appeler les médias, on veut que la population... » Oubliez ça.
Dans l'inconscient collectif, on véhicule plutôt l'idée que les parents qui prétendent être victimes d'abus discrétionnaires de la DPJ sont des menteurs, des alcooliques et des drogués. Les chefs de pupitre, les rédacteurs en chef, les directeurs de l'information de Radio-Canada, TVA, Le Devoir, la presse ont peu d'intérêt à donner la parole aux parents bio qui sont dans la mire de la DPJ. Au printemps dernier, la DPJ a manifestement interprété abusivement l'arrêté ministériel 2020-06 en interdisant les contacts parents-enfants dans toute la province. C'était un acte pleinement et entièrement inconstitutionnel. Pourtant, Radio-Canada a plutôt laissé entendre que c'était ce que demandait le gouvernement aux intervenantes. Pardonnez-moi, mais c'est un triste mensonge. Ce que demandait le gouvernement aux intervenantes, il leur confiait le pouvoir discrétionnaire de suspendre les droits d'accès, mais si et seulement si la rencontre parent-enfant constituait un danger pour la santé de la population québécoise. Ça ne pouvait pas être le cas mur à mur. Pourtant, c'est mur à mur qu'on a arrêté les accès à la DPJ. Pourquoi n'a-t-on pas expliqué que, avec la pandémie, pour tous les autres enfants qui avaient des droits d'accès venant de la Cour supérieure dans des cas de divorce, pouvaient passer d'une région à l'autre pour aller voir leurs parents séparés, c'est le droit de l'enfant, et plusieurs pays l'ont réglementé, c'était le droit de l'enfant. Mais le droit de l'enfant de la DPJ, a été bafoué. Mais au contraire, bien au contraire, Radio-Canada a tenté de faire croire que ça faisait du bien aux enfants. Je pensais que ça serait très problématique. J'étais quand même étonnée de voir que les enfants sont plus apaisés. Donc, nos jeunes qui ont des difficultés d'attachement, des difficultés de comportement importantes, on voit que ça diminue. On l'a présenté de cette manière-là. Incroyable. La TV aille jusque-là contre la dignité de ces familles biologiques. À nous dire publiquement que c'est une maudite bonne affaire. Les enfants étaient contents, ils ne voyaient plus leurs parents, ils ont eu du fun. Existe-t-il un gros problème avec le journalisme d'aujourd'hui, biaisé par le sensationnalisme, la surexcitation, le manque de véracité et le filtrage qui contribuent à l'appauvrissement de sa mission sociale d'origine? L'impact sur l'opinion publique, elle, n'est certainement pas négligeable. En queue de peloton, il existe des organismes communautaires. Toutefois, les organismes communautaires sont subventionnés à 90% par le ministère de la Santé. Alors, peuvent-ils aider la cause des parents pris dans le filet de la DPJ? Il est évident qu'un directeur d'organisme communautaire ne risquera pas sa job à 50 000 $ par année pour aller s'opposer au ministre de la Santé et aux politiques publiques. Les organismes qui reçoivent des subventions gouvernementales ne touchent pas à ça. En 2020, l'Assemblée nationale du Québec nous a confié des choses incroyables. Des employés de l'État ont laissé mourir des grands-papas et des grands-mamans dans leurs couches pleines de... alors que leurs intestins se vidaient dans les draps après leur décès à la COVID. L'armée canadienne a dû venir secourir. Vous me direz que ça n'a pas à voir avec la DPJ, mais ce que je veux en venir, c'est que c'est un choix que Québec a fait de placer les grands-parents en CHSLD beaucoup plus qu'ailleurs au Canada. C'est un choix que le Québec fait de placer beaucoup plus d'enfants qu'ailleurs en famille d'accueil. Et c'est un choix que le Québec fait d'institutionnaliser beaucoup plus d'enfants qu'ailleurs. Tournez un peu la tête derrière vous et vous allez voir planer l'ombre des orphelins de Duplessis qui entache la trame historique québécoise.
Donc, c'est par le biais de faux diagnostics de maladies mentales que 20 000 enfants ont été institutionnalisés et plusieurs maltraités physiquement et sexuellement et même lobotomisés. L'État dépensait environ 2 $ par enfant par jour institutionnalisé. Selon le sondage que nous avons commencé à faire récemment, la DPJ continue à déclarer des fausses maladies mentales pour placer des enfants en famille d'accueil et dans les institutions. Donc, l'institutionnalisation par fausse maladie mentale, ça continue. La maltraitance des personnes vulnérables causée par les politiques d'un État souverain ne date pas d'hier. Jetons un bref regard sur l'histoire d'un pays exemplaire comme la Suisse. Entre les années 1850 et la Seconde Guerre, des centaines de milliers d'enfants ont été enlevés par la force pour être placés sur des fermes. Ces enfants devaient travailler au champ pour leur nouvelle famille d'accueil. Bref, le but de cette politique d'adoption était de prendre l'enfant dans une famille pauvre ou monoparentale pour produire une main-d'œuvre destinée à l'agriculture. Un peu comme on a aujourd'hui des politiques pour engager les Mexicains dans nos champs. Cette politique portait le nom allemand de Fördingkinder, c'est-à-dire contracter les enfants. Contracter les enfants. La politique canadienne d'assimilation des Autochtones avait un objectif qu'on définissait ainsi: to kill the Indian in the child, c'est-à-dire tuer l'Indien dès son enfance. Le tiers des enfants autochtones du Canada ont été placés par l'État dans un système de quelques milliers de pensionnats scolaires. On estime que près de 5 000 enfants sont morts dans ces institutions et que l'État a ainsi placé près de 150 000 enfants dans un objectif d'assimilation à notre culture. Quelle a été véritablement l'ampleur de la maltraitance et des abus sexuels sur ces enfants autochtones? En 2008, un siècle plus tard, on a conclu que le Canada avait commis un génocide culturel. Devra-t-on attendre jusqu'en 2120 avant d'écouter les parents biologiques dans le dossier de la DPJ? Que dira-t-on de la DPJ dans 100 ans? En tout cas, si ça continue, dans 100 ans, la DPJ a 50 ans, dans 100 ans, ça va être la moitié de la population qui va avoir passé dans les mains de la DPJ, qui va avoir été enquêtée. Le racisme, les abus discrétionnaires et les préjugés défavorables ne sont pas éradiqués. Si la véritable impunité des officiers de l'État n'existe pas, la délégation des pouvoirs administratifs discrétionnaires est-elle dangereuse pour les familles? Si Joyce Echaquan, je le dis en tout respect, n'avait pas filmé sa condition à l'hôpital de Joliette avec son cellulaire, si personne n'avait filmé George Floyd à se faire écraser la gorge sous le genou d'un policier, auriez-vous entendu parler de ces victimes de racisme systémique? Jamais dans 100 ans. Pouvez-vous imaginer combien d'autres cas sont passés sous silence? Des milliers, des centaines de milliers, des dizaines de milliers? Difficile à dire, puisque s'il n'y a pas de dénonciation et que les preuves sont détruites, il y a des manifestations en France parce que le gouvernement veut interdire aux personnes de filmer les policiers. Pour ma part, j'étudie l'intervention de la DPJ depuis 5 ans. Et j'entends régulièrement des témoignages qui dénotent l'existence d'abus discrétionnaires. Odieux. Selon ma connaissance du dossier de la loi et de la jurisprudence, je crois que le niveau d'intrusion dans la famille est de plus en plus abusif et déraisonnable. Les intervenantes outrepassent l'esprit de la loi. C'est une loi d'exception.
Et souvent, ces jeunes intervenantes ne connaissent pas les normes juridiques. La juge trouve une manière de justifier le motif de compromission dans son jugement, même s'il ne répond pas à l'article 38.2. La Charte des droits et libertés n'offre aucune protection aux parents pour faire face aux mesures immédiates de la DPJ. En fait, c'est une pénalité qui survient avant même le droit de se défendre. Dans le cadre de ce que l'on a longtemps appelé la mesure d'urgence de 48 heures, la mesure immédiate d'aujourd'hui, si la saisie de biens ou la saisie de l'enfant était illégale au moment de l'intervention, la Cour peut le traiter par la suite, après la mesure de 48 heures. Mais ça n'arrive jamais. Et après la mesure de 48 heures, si les parents perdent au tribunal, ils risquent de perdre leur enfant pour toute l'enfance. Dans une multitude de cas, l'enfant n'était pas du tout en situation de dangerosité immédiate. C'est les critères, la dangerosité immédiate. Malgré l'existence de cette norme juridique précise, l'intervenante n'a besoin que d'obtenir une permission du greffier de la Cour pour prendre sa mesure d'urgence et se saisir d'un enfant pour 48 heures. Et si elle décide de le faire le jeudi, bien, elle se saisit de l'enfant pour 2 fois 48 heures parce que la fin de semaine ne compte pas. Comment pensez-vous qu'il y a eu d'enfants naissants qui ont été saisis de cette manière-là? Comment est-ce qu'il y a de bébés qui ont été enlevés des bras de leur mère directement à l'hôpital avec la connivence de la force policière après l'accouchement? Les 2 bras vous tomberaient peut-être à terre. Et si on ouvre un dossier depuis le début de la grossesse comme le propose Régine Laurent, jusqu'où ira-t-on? La protection de la jeunesse est essentielle. Oui, je ne suis pas contre la protection de la jeunesse, détrompez-vous. Je suis pour la protection de la jeunesse. Et c'est une bonne chose en soi. Mais croyez-vous que les enfants qui ont vécu dans les centres de réadaptation et en famille d'accueil partagent tous le même point de vue que les enfants qui n'ont jamais eu affaire à des DPJ? Croyez-vous que les parents qui dépensent des fortunes en frais d'avocat parce qu'ils aiment leurs enfants, qui veulent avoir des accès, pensent la même chose que les parents qui n'ont jamais eu affaire à la DPJ? Poser la question, c'est y répondre. Où en sommes-nous rendus dans cette relation de pouvoir entre l'État et la famille? Un pouvoir non négociable. Ce sont des avocats de la DPJ et des ex-avocats de la DPJ devenus juges qui décident qui aura des droits parentaux et des allocations financières pour prendre soin des enfants en développement. Et ce sont les intervenantes de l'État qui choisissent les familles d'accueil, déposent les requêtes judiciaires de placement à majorité de ces enfants et qui décident si le parent bio aura ou non des accès supervisés ou une interdiction de contact stricte. La conclusion vraie, c'est qu'il est l'heure de déposer des preuves solides et bien organisées pour être pris au sérieux par le gouvernement dans le débat actuel. Maintenant, je vous invite à écouter jusqu'à la fin notre chapitre 11, le grand bilan des parents. Dans la partie 3, on discutera de l'avenir des parents biologiques et de la manière dont nous procéderons pour établir le rapport de preuve de parents victimes de la DPJ et le déposer notamment à l'Assemblée nationale au printemps 2021. Donc, à la défense du droit parental du parent biologique, vous pourrez remplir un ou plusieurs des questionnaires selon le cas. Donc, le formulaire 1, les actes illégaux en santé mentale. Formulaire 2, pour tous les parents qui ont eu affaire à la DPJ. Le formulaire 3, la maltraitance en centre de DPJ. Formulaire 4, la maltraitance en famille d'accueil. Et le formulaire 5, la banque mixte et l'adoption. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive.
et votre suivi approprié dans l'intérêt de l'institution familiale québécoise. Merci beaucoup.